débutons ce matin. Nous avons deux auditions. Nous débutons avec l'audition de M. Bernard Benamou, aujourd'hui secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Dans de précédentes fonctions, vous avez également été délégué interministériel aux usages de l'Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l'économie numérique, ainsi que conseiller de la délégation française au sommet des Nations Unies sur la société de l'information. Le Sénat s'est positionné depuis plusieurs années en faveur d'une plus grande souveraineté numérique européenne. Quand je dis le Sénat, c'est même certains collègues et leur travail en particulier, pas loin de moi. Il y a eu la commission d'enquête sur la souveraineté numérique de 2019 ou encore le rapport récent de la commission des affaires économiques sur la souveraineté. Aujourd'hui, c'est bien la question TikTok, précisément, qui nous intéresse et les leçons que nous pourrions en tirer pour renforcer notre souveraineté numérique. Je mets tout ça avec plein de guillemets. Qu'est-ce que ça recouvre derrière, l'aspect effectif ou pas de tout ça, que ce soit du point de vue du droit, des infrastructures ou encore des logiciels. Nous nous interrogeons notamment sur la capacité de TikTok et de la Chine à transférer et à accéder aux informations des utilisateurs européens, même si ces données sont stockées dans des centres de données, qu'ils soient européens ou qu'ils soient nord-américains. La Chine se dote en effet, à l'image des États-Unis, d'un arsenal juridique extraterritorial de plus en plus offensif, pour ne pas dire agressif, je le dis pour les deux, qui constitue un défi sur le chemin de notre souveraineté. Donc avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes, si vous voulez bien, parce qu'on a eu 1 heure à passer ensemble, je dois procéder aux formalités d'usage et vous rappeler qu'un faux témoignage devant la commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et nous vous écoutons. Merci à vous tous. Merci effectivement de m'avoir convié à ces travaux sur un sujet effectivement qui apparaît maintenant au niveau international comme un sujet majeur face effectivement à ce que l'on pourrait appeler le début d'une guerre froide technologique sino-américaine et avec des conséquences qu'il nous faudra évaluer dans le temps. Alors déjà, revenons sur l'objet lui-même. Il y a beaucoup de discussions sur TikTok, sur ce qu'il est, ce qu'est ce réseau social, ce réseau, ou en tout cas, peu importe la dénomination qu'on lui donne, l'important étant de savoir comment il fonctionne. Il y a eu toute une série de débats auxquels certains de nous ont été associés ces derniers temps sur le fait de savoir si le fait que, contrairement à Twitter, contrairement à Facebook, il ne repose pas uniquement sur ce qu'on appelle un graphe social. Alors, je suis désolé de rentrer d'emblée dans les considérations techniques, c'est-à-dire en clair le fait d'associer des personnes de manière à savoir quels sont effectivement les groupes de personnes avec lesquels on interagit. Et certains ont dit non, il ne repose que sur un graphe d'intérêt. En fait, la véritable dénomination qui est admise désormais dans la communauté des chercheurs, c'est le graphe social d'intérêt, ou en anglais socio-interest graph, c'est-à-dire qu'en fait, il mêle les deux. Il mêle à la fois la dimension d'analyse des goûts personnels, en fonction effectivement des vidéos que vous regardez, mais aussi effectivement des interactions que vous pouvez avoir avec des gens dont vous savez qu'ils vont diffuser des vidéos, etc. etc. Donc en fait, c'est un panachage de deux modèles. Donc le fait de dire, comme ça a pu être dit, y compris par des autorités de notre gouvernement, que ce n'est pas aussi toxique en apparence que ne le seraient les autres réseaux sociaux, du fait même de la structure d'analyse des données, non. Non, ça, ce n'est pas juste. Donc ça, c'est un premier point. De surcroît, puisque vous posiez la question d'emblée des données, il faut comprendre effectivement que quelles que soient les précautions que l'on prend, y compris donc le projet Texas aux États-Unis, donc l'hébergement local, de la même manière, effectivement, c'est la manière dont les données, avant que de parler effectivement de l'exploitation gouvernementale qui peut être faite de ces données, c'est la manière dont ces données vont être analysées jusque dans la plus fine, je dirais dans le plus intime des détails de la personne, qui peuvent être inquiétantes. Je donnerai effectivement, je vous confierai effectivement les éléments que je vais citer aujourd'hui. Il y a un article assez intéressant qui était paru il y a quelque temps, déjà en 2018, dans le New York Times, qui faisait état des brevets les plus, alors je traduis, les plus flippants, creepy en anglais, les plus flippants qu'avait pu déposer Facebook. Et on y voyait toute une série de brevets sur l'analyse comportementale, le suivi en temps réel, l'analyse des goûts, le rapprochement entre les personnes et leur consommation audiovisuelle. On voit bien effectivement que dans ce cas-là, puisqu'on a un niveau de transparence du fait des brevets déposés, on voyait bien effectivement vers quoi ça pouvait mener, c'est-à-dire pas simplement l'orientation vers une action de recommandation publicitaire, ce qui est
de facto le métier de Facebook, mais bien effectivement la possibilité de percevoir le plus intime trait de caractère pour être en mesure d'interagir, voire d'orienter, de manipuler, diront certains. Et donc on voit bien que c'est ce genre de préoccupation qui doit nous intéresser aujourd'hui et ne pas considérer effectivement que c'est neutre que de pouvoir percevoir autant de données, y compris des données biométriques, des données émotionnelles, j'y reviendrai. C'est-à-dire que aussi bien l'empreinte vocale que l'empreinte faciale peuvent être effectivement captées, et ça fait partie des autorisations que se permet effectivement TikTok aujourd'hui. Et on voit bien que ça peut avoir des répercussions sur l'analyse comportementale de manière importante. De manière générale, puisqu'il s'agit d'une société chinoise, je citerai un autre grand spécialiste des technologies qui est chinois et qui a beaucoup travaillé effectivement sur les technologies d'intelligence artificielle, c'est un certain Kai-Fu Lee, qui avait une formule amusante qui disait « L'Ouest a développé ses innovations à partir de rien. Nous allons les développer à partir de vous. » C'est-à-dire que pour la Chine, il est totalement normal d'utiliser, entre guillemets, ça s'est vu avec Alibaba, ça s'est vu avec d'autres sociétés qui ont utilisé des modèles économiques existants pour essayer effectivement de développer dans un climat beaucoup plus protégé, protectionniste évidemment dans le cas chinois, leur même technologie. La particularité, c'est qu'effectivement, certains ont pu remarquer le départ foudroyant de TikTok en termes de nombre d'abonnés, ou en tout cas d'utilisateurs. On voit bien effectivement que là, il y a la volonté d'utiliser et de développer, effectivement, de dériver de modèles existants pour créer ses propres technologies, avec les risques dont on va reparler. Un autre point important, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est l'actualité technologique du moment, j'aimerais vous rappeler, là aussi en lien avec les questions de souveraineté, un événement qui s'est produit il y a quelque temps, à savoir le piratage des serveurs Microsoft Exchange. Alors, vous pourrez vous dire, quel rapport? Les serveurs en question n'ont pas été piratés comme on le pensait au départ à des fins d'espionnage simple des sociétés, et je précise, ça représentait plusieurs centaines de milliers d'entreprises dans le monde, mais on a pu tracer, en tout cas les autorités américaines ont pu tracer la chose, et même les chercheurs ont pu tracer la chose depuis la Chine, et le but était, et c'est là où ça devient intéressant, non pas d'espionner ces sociétés pour extraire quelques données à caractère effectivement stratégique, etc. Non. C'était pour alimenter les moteurs d'intelligence artificielle chinois de manière à ce qu'ils deviennent meilleurs que leurs équivalents américains ou européens. Parce que, comme on le sait, l'intelligence artificielle se nourrit de données, et donc avoir des données structurées de centaines de milliers, voire de millions d'entreprises, était une chose particulièrement stratégique pour développer justement des solutions alternatives. Et quoi de plus intéressant pour une société effectivement chinoise que de pouvoir extraire des données sur l'ensemble des citoyens de la planète, en particulier dans les pays développés, mais pas que. Et je rappellerai d'ailleurs que TikTok n'est pas le même en Chine. TikTok s'appelle Douyin en Chine et qu'il est beaucoup plus orienté vers l'éducation, je veux dire les sciences économiques, la formation, que le loisir tel que nous pouvons le connaître ici. Et donc par définition, il faut comprendre que les données recueillies sont valorisables à plusieurs niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau publicitaire, c'est le modèle économique dont on pourra reparler, qui est assez toxique par rapport à ces sociétés. Le deuxième niveau est aussi un niveau stratégique pour développer justement d'autres technologies. Donc ça, c'est un point important. De surcroît, puisqu'on a souvent eu l'occasion de le dire, vous citiez en introduction, Monsieur le Président, vous citiez le fait effectivement de l'extraterritorialité du droit, en particulier chinois, mais aussi américain, puisqu'on en a souvent parlé avec la loi FISA, plus encore que le Cloud Act, puisque la loi FISA est la plus secrète et possiblement la plus intrusive et quasiment inévitable pour les sociétés en question. De la même manière, pour les sociétés chinoises, refuser, comme ça a été dit, par le gouvernement chinois lui-même, en disant « nous ne prendrons pas, nous ne recueillerons pas les données en provenance de TikTok ». D'abord, un, c'est impossible de le promettre. Deux, les sociétés, et on l'a vu pour nous, occidentaux, les sociétés, y compris américaines, qui disent, ça a été le cas de Microsoft, nous nous engageons à ne pas confier au gouvernement américain des données si elles concernent des utilisateurs européens, tout simplement, ils ne le peuvent pas. La loi leur interdit de prendre ce genre d'engagement parce que lorsque la NSA, pour ne citer qu'elle, va effectivement demander des données à telle ou telle société, aucune d'entre elles, et pour en avoir parlé avec les responsables de plus haut niveau de ces sociétés, qu'il s'agisse de Facebook, de Microsoft ou d'autres, ne peut refuser. Et je le précise, sous peine de sanctions lourdes
pour ceux qui s'y risqueraient, de prison fédérale, de plusieurs années de prison fédérale. Donc on est là dans une sorte de jeu d'hypocrisie qui est quand même assez inquiétant. Donc ça, c'est une première chose. Donc vu de la Chine, au vu effectivement de sa volonté évidente de développer un arsenal technologique de niveau équivalent, voire supérieur à celui des États-Unis, d'où on y reviendra, cette guerre froide sino-américaine avec cet embargo sur les technologies clés, à savoir supercalculateurs, processeurs de haut niveau, plus évidemment intelligence artificielle. On voit bien effectivement que pour eux, c'est un élément stratégique dans tous les sens du terme, y compris, je dirais, un élément stratégique de contrôle politique des populations. Parce que quand vous connaissez dans la sphère la plus intime par plusieurs, entendez bien, dizaines de milliers de paramètres par individu, c'est pas, vous savez, les questionnaires d'antan, âge, sexe, localisation, profession, non. On est là dans l'ultra-précision sur effectivement chaque levier que l'on peut utiliser sur un individu. Par définition, ne pas les utiliser, j'ai eu l'occasion de le confier à des journalistes il y a peu, ne pas les utiliser constituerait de la part des services chinois une sorte de faute professionnelle. Et par définition, on voit... Je vous en prie. Votre citation commence à être connue, à faire le tour, quand vous avez déjà dit que Bernard Benamou dit que ça serait une faute professionnelle. Sachez que ça fait le tour dans beaucoup de sphères qui s'intéressent au sujet. Vous devriez déposer le droit d'auteur pour le faire respecter sur TikTok. Je ne suis pas à ce point regardant sur mes droits d'auteur. Mais de facto, je vais vous dire une chose. C'est un ami, en fait, c'est une citation dérivée de celle d'un ami qui travaillait à l'époque en tant que cryptographe pour Google. Et qui m'avait parlé à l'époque de la blockchain, vous savez, donc cette technologie en particulier des crypto-monnaies, mais pas que, et qui m'avait dit l'algorithme de sécurité, alors pour les plus techniciens d'entre nous, SHA 256, peu importe, a été élaboré par la NSA. Et il m'a dit, s'ils n'ont pas installé de porte dérobée dedans, c'est qu'ils font mal leur travail. Par définition, ce qui est vrai à l'Est est vrai à l'Ouest. Et donc ne pas considérer comme argent comptant les déclarations de bonne volonté des uns et des autres. Je rappellerai de surcroît, pour ceux d'entre eux, parce que ceux qui sont parfois tentés de renvoyer dos à dos Amérique et Chine par rapport à cela, ce n'est en rien comparable. Et Dieu sait que je me suis ici même dans ces murs et à de très nombreuses reprises prononcé contre effectivement les excès de complaisance par rapport à certaines déclarations ou certaines technologies ou certains acteurs dans ce domaine, en particulier aux États-Unis. Mais ce qui se passe vis-à-vis de la Chine n'a rien à voir. Nos intérêts stratégiques sont totalement différents. De surcroît, les valeurs que souhaitent non pas simplement faire prévaloir les autorités chinoises, mais éteindre au sein de leur pays et à l'international, sont évidemment les nôtres. Ou pour le dire autrement, pour ceux d'entre vous que la chose intéresse, il y a effectivement un document qui avait été diffusé dans le cadre du Parti communiste chinois, donc des plus hautes instances, qui s'appelle document numéro 9, qui, je cite, avait comme but d'éradiquer explicitement la démocratie constitutionnelle, la séparation des pouvoirs, le principe universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion de la liberté civile, le néolibéralisme économique et évidemment le nihilisme historique, c'est-à-dire toute pensée critique qui réfute la valeur scientifique de la pensée de Mao. Donc par définition, nous ne pouvons pas avoir une attitude symétrique. Nous ne le pouvons pas. Et donc c'est important d'y revenir. Je reviens un instant sur le modèle économique de TikTok. Comme la plupart des réseaux sociaux à l'heure actuelle, il repose sur l'analyse des données et sur un modèle qui est, comme on dit, là aussi, excusez-moi pour l'anglicisme, data-centrique, c'est-à-dire centré sur l'utilisation des données des personnes, mais qui est amplifié par la volonté d'en faire un outil de contrôle politique par les autorités chinoises. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on dispose de cette possibilité, on a la possibilité d'évincer, d'éradiquer toute forme de contestation à l'intérieur d'un pays. C'est-à-dire de détecter au plus tôt toute forme de contestation, de remise en cause de certaines positions, de certaines politiques publiques, pour être en mesure effectivement de détecter et de sanctionner les personnes. C'est le principe en Chine de ce qu'on appelle le crédit social, qui est une chose parfaitement effrayante, parfaitement orwellienne, une notation qui concerne la totalité des 1,4 milliard de Chinois et qui a pour but de noter non seulement leur comportement financier, mais aussi leur comportement personnel, politique, social, dans l'ensemble des activités des personnes qui donnent lieu
Ah, effectivement, dès que vous prenez la parole sur un réseau social pour dire des choses qui ne vont pas effectivement dans la ligne telle qu'elle est dictée par le parti, qui donne lieu effectivement à des sanctions, puisque lorsque la note de crédit social est trop basse, la personne n'a plus l'occasion, n'a plus le droit de voyager en train, en avion, n'a plus accès à des crédits financiers, n'a plus accès à des promotions dans le cadre de son travail, devient un véritable paria. Les concepteurs de ce système, qui se sont d'ailleurs beaucoup appuyés sur Alibaba quand ils l'ont fait, ont eu l'occasion de dire « notre objectif est clair, il faut que les personnes qui sont sanctionnées dans le cadre du crédit social deviennent des parias au sein de la société chinoise ». Donc, par définition, il faut avoir en tête que nous sommes là face à un modèle qui est radicalement différent du nôtre. Et donc, ce n'est pas faire de la sinophobie, comme parfois on l'entend, que de le dire, c'est de constater une orientation stratégique et politique, et donc que TikTok soit contraint, dans tous les sens du terme, par cette volonté politique est une évidence. Et donc, le fait de ne pas se poser la question est dangereux. Je rappellerai d'ailleurs un article récent paru dans Le Monde il y a quelque temps. En Chine, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, en Chine, même les robots conversationnels doivent être au diapason des valeurs socialistes. C'est-à-dire qu'il a été rappelé récemment que toutes ces sociétés, dont on peut rappeler qu'elles disposent quasiment toutes d'une antenne du Parti communiste chinois, donc du PCC, dans leurs locaux, c'est le cas de la plupart de ces grandes entreprises, elles doivent effectivement aussi promouvoir, par définition, les orientations politiques et non pas simplement économiques du régime. Et quand elles ne le font pas, et on l'a vu avec Alibaba que je citais, leurs responsables sont quasiment mis en résidence surveillée, exilés. C'est le cas de Jack Ma maintenant, qui effectivement s'est réfugié au Japon pendant un temps et a été dépossédé de la société qu'il avait créée là-bas de façon tout à fait claire. C'est-à-dire qu'on l'a évincé globalement de l'ensemble de ses activités. De surcroît, il faut rappeler l'opacité, puisque on évoquait tout à l'heure les protestations de bonne foi que peuvent émettre les autorités chinoises dans ces domaines, mais l'opacité quant au fonctionnement des systèmes et donc des algorithmes qui font fonctionner TikTok est complète. Et que, imaginez ce qui a été dit par exemple aux États-Unis, que sous prétexte que les données soient hébergées là-bas, que des sociétés pourraient avoir accès au code et pourraient effectivement l'auditer le cas échéant, ça a été évoqué pour Oracle qui était censé travailler avec TikTok aux États-Unis, c'est un leurre. C'est un leurre. Et on a bien vu au niveau, nous, Européens, de la Commission européenne, que même dans un cadre européen, lorsqu'il a été question, par exemple, de Microsoft, dans le cadre d'une action antitrust sur Windows et la fusion avec Internet Explorer, Microsoft a systématiquement refusé de transférer ses codes sources à la Commission européenne, en disant, avec un argument extraordinaire, en disant « nous ne les avons plus, ça a tellement évolué depuis que nous ne pouvons pas, ce qui est remarquable, nous ne pouvons pas vous les transmettre ». Donc, par définition, il faut bien comprendre effectivement que lorsque l'on réfléchit à TikTok, on doit réfléchir à une situation stratégique, à une situation à la fois technique, mais aussi technologique et politique, qui est effectivement radicalement différente. Et je rappellerai d'ailleurs, puisqu'on évoquait la capacité à percevoir toutes sortes de données, puisque l'application est capable d'analyser la manière dont vous interagissez avec elle, vos habitudes, et vous savez, on est capable aujourd'hui de reconnaître une personne à la manière qu'elle a de taper sur un clavier. Et oui, mieux encore, on est capable de reconnaître une personne à la manière qu'elle a de marcher avec les différents capteurs d'accélération du téléphone. Donc, par définition, on va très très loin. Et je vais vous citer, je ne vais pas être trop long, puisque je me prépare à vos questions aussi, un propos qui a été tenu dans le Financial Times par l'historien Yuval Harari à propos du contrôle par les émotions. Il disait « Il est important de se rappeler que colère, joie, ennui et amour sont aussi des phénomènes biologiques comme la fièvre et la toux. La technologie qui identifie la toux pourrait également identifier les rires. Si entreprises et gouvernements commencent à collecter nos données biométriques en masse, ils pourraient mieux nous connaître que nous nous connaissons nous-mêmes et ils pourraient non seulement prédire nos sentiments, mais aussi les manipuler et nous vendre tout ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un politicien. La surveillance biométrique ferait ressembler le piratage des données de Cambridge Analytica à des outils de l'âge de pierre. » Donc, vous voyez, par définition, il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est le point sur lequel je souhaiterais terminer, que de manière générale, on a sous-estimé l'usage qui pouvait être fait de ces données à des fins de contrôle des individus, des populations. Et je précise que c'est l'obsession permanente de régimes autoritaires que de contrôler leur population, par définition. Et on a sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir. On l'a vu avec Cambridge Analytica, puisque c'était cité, qui a effectivement joué un rôle dont certains pensent qu'il a été important dans l'élection de Donald Trump, donc en 2016. Par définition,
on voit bien effectivement que nous devons nous poser la question de savoir si l'extraction des données, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire le fait de pouvoir extraire de plus en plus de données sur les individus, doit être poursuivi, et si ces modèles, et nous sommes quelques-uns à le penser, ne sont pas devenus à ce point toxiques qu'ils doivent être remis en cause. Ces modèles économiques sont effectivement des modèles qui incitent à une forme effectivement non seulement de dissémination sauvage des données, on l'a vu avec ce qu'on appelle les courtiers en données, les data brokers, mais globalement, effectivement, je crois que l'affrontement qui devra nous agiter dans les temps à venir en Europe sera un affrontement entre différents types de valeurs, mais aussi différents types de modèles économiques. Et je crois effectivement, et on le voit aujourd'hui avec le débat autour de l'intelligence artificielle et le fait de savoir si on ne va pas aller davantage vers des systèmes d'abonnement, souscription, plutôt que des systèmes effectivement d'apparente gratuité pour après effectivement alimenter des systèmes de recueil de données, je crois que c'est extrêmement important. Et je crois que c'est la dimension que l'on sous-estime. C'est-à-dire qu'on prend comme un fait d'évidence, comme un fait de nature, le fait effectivement que ce modèle existe et qu'il doit être éternel. Eh bien non. Je pense effectivement qu'il nous expose, et on l'a vu aux États-Unis avec une quasi-tentative de coup d'État le 6 janvier, qui avait été menée par des gens qui, pour beaucoup, étaient structurés autour de réseaux sociaux comme Facebook, avec les célèbres QAnon, vous savez, avec le type avec les cornes, dont ces mouvements extrémistes n'existent que parce qu'ils ont pu se regrouper du fait des affinités qu'on leur a trouvées sur Facebook, c'est-à-dire, pour employer le terme technique, du micro-ciblage, le micro-targeting, au travers effectivement de ce genre de réseau. Et je précise que tous les mouvements extrémistes ont pu s'étoffer grâce à ce genre de ciblage politique, de publicité ciblée et d'analyse effectivement des comportements des personnes ou des affinités des personnes. Et je terminerai, mais vraiment, en citant une personne que je ne cite jamais et avec laquelle je ne suis que très 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 rarement en accord, un certain Vladimir Poutine, qui disait que le pays qui sera leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde. Au départ, vous voyez, c'est un petit peu une vision européo- ou occidentalo-centrée. Je pensais qu'il parlait d'armement, d'économie. Non, il parlait de contrôle politique. Et par définition, lui qui est un observateur acharné de ce qui se passe en Chine, c'est le crédit social, c'est la possibilité de calmer, d'étouffer, d'éradiquer toute forme de contestation dans son pays qui l'intéresse pour rester au pouvoir. Et donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un volet économique, un volet technologique, mais aussi évidemment un volet stratégique, un volet politique à la réflexion que nous devons avoir dans ces domaines. Bien, merci pour cette introduction très dense. On va passer aux questions. Et pour filer la métaphore russe, vous avez cité Poutine. Donc maintenant, en fait, c'est que faire? J'inscris les collègues qui ont des questions. Je vais en lancer une première. Donc évidemment, Madame Morin-Desailly, vous me faites signe, vous vous signalez. Hein, sur le que faire de Lénine, Monsieur Ouzoulias? Non, pas forcément. D'accord. J'en lance une première. Est-ce que vous avez, au sein de votre Institut de la souveraineté numérique, mené des travaux spécifiques à TikTok? Ou est-ce que ce que vous nous dites finalement, c'est que vous faites un croisement entre la question culturelle du socialisme chinois et du comportement de l'État et du Parti communiste chinois, que vous croisez avec les possibilités techniques offertes. Et donc, ce qui vous inquiète, c'est l'intentionnalité, ou bien vous avez on vous a remonté le fait que telle personne a pu être manipulée, un peu comme, je m'excuse, j'ouvre une parenthèse, ce que vous avez raconté me fait penser un peu à la façon dont des régimes autoritaires ont pu... Comme par exemple, quand on sait comment Ramon Mercader a été préparé pendant des années, etc., comment on essaye de manipuler telle ou telle personne dans l'entourage de tel ou tel autre. En fait, maintenant, c'est puissance, je ne sais combien de milliards de fois. Est-ce qu'on a des cas de personnes dont on sait qu'on a regardé leur téléphone, on a scanné tout ça et on a su comment, comme on dit dans les services, les tamponner plus facilement parce qu'on connaît leurs émotions, leurs centres d'intérêt? Est-ce que vous avez ça avec TikTok ou est-ce que vous faites une analyse et un croisement et c'est une analyse globale? Voilà. Micro. C'est bon. Plusieurs cas de figure ont été révélés, dont un qui concernait des journalistes, dont on a suivi la géolocalisation de manière continue, à des fins précises et à des fins politiques, puisqu'il s'agissait de déterminer des fuites. Donc on voit bien effectivement, et je précise que là c'était un cauchemar pour la communication
institutionnel de TikTok, puisqu'ils ont dit tout le travail que nous faisons pour essayer justement d'apparaître comme respectueux des données, etc., est en train d'être abattu par ce genre de choses. De surcroît, il y a eu beaucoup de cas qui ont été déterminés, qui ont d'ailleurs précipité l'interdiction auprès des fonctionnaires américains, des fonctionnaires gouvernementaux, puis après, effectivement, en Europe, au niveau de la Commission européenne, effectivement, d'analyse de la géolocalisation. Alors, la plupart des réseaux sociaux utilisent la géolocalisation, mais vous voyez, c'est toujours le problème. Vous parlez d'intentionnalité. Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure le fait de pouvoir disposer de la géolocalisation quand il s'agit de Twitter ou de Facebook est différent du fait de disposer de la géolocalisation d'une personne quand il s'agit de TikTok. Là encore, tout est lié au fait que le gouvernement puisse s'en saisir à des fins stratégiques, à des fins de pression. Pour les journalistes, c'était le cas échéant savoir s'il y avait en contact avec telle ou telle personne, tel ou tel responsable, telle ou telle personnalité politique, etc. Donc on voit bien, effectivement, que le but, c'est d'analyser... alors vous me posiez la question, avons-nous eu l'occasion de travailler spécifiquement sur TikTok? Non. Dans le cadre du précédent rapport que nous avons eu l'occasion de rendre, il y avait toute une partie consacrée aux évolutions des technologies chinoises. Donc évidemment, Alibaba, le crédit social, l'ensemble effectivement des dispositifs mis en place par la Chine. Mais je dirais que l'analyse fine, c'est-à-dire la transparence qui devrait exister. Alors pour reprendre le terme d'un universitaire qui s'appelle Franck Pasquale, la transparence qualifiée, c'est-à-dire le fait de pouvoir analyser dans le détail le fonctionnement de l'algorithme de TikTok, pour l'instant, c'est totalement impossible. Je précise que c'est aussi impossible pour Facebook dans la mesure... Alors, mais je le répète, la différence, c'est que la transparence que j'évoquais au tout départ avec les brevets flippants de Facebook, ça, on y a accès. En Chine, pas du tout. Et donc, par définition, le degré de toxicité que peut avoir cette société dans le cadre de ses activités est une chose qui nous est, pour l'instant, inconnue, que nous ne pouvons que présager ou imaginer, mais par définition, des enquêtes commencent à avoir lieu sur les types de contenus qui sont disponibles auprès des uns et des autres, mais du fait du caractère de boîte noire, c'était le nom d'ailleurs du livre de Pasquale, la société boîte noire, Black Box Society, par définition, nous sommes contraints par ce caractère de boîte noire. Bien, il y a 15 jours, nos débats dans l'hémicycle portant sur l'intelligence artificielle ont bien démontré ce par quoi vous avez commencé, à savoir que nous sommes dans un début de guerre technologique États-Unis-Chine sur ces questions, et que la concurrence est féroce. Il y a à la fois des volontés de contrôle du devenir du monde, de la société de la connaissance et de l'économie, et il y a aussi forcément une concurrence par rapport au profit. Personne n'a été dupe d'ailleurs de l'attitude d'Elon Musk suscitant un moratoire sur l'intelligence artificielle. Je crois qu'il était davantage animé par des considérations économiques que par des considérations éthiques. Alors, il a été mis en avant au cours de ce débat que finalement l'Union européenne avait le mérite, pour une fois, de se positionner rapidement avec un projet de règlement sur l'intelligence artificielle, même si ce projet de règlement sera peut-être imparfait, puisque c'est un sujet complexe, l'intelligence artificielle, c'est source de progrès mais en même temps de risque. Donc il faut savoir bien sûr doser les mesures que nous prenons. Il s'articule avec le DSA, le DMA. Alors par rapport justement à cette réglementation, vous avez dû l'analyser, est-ce que vous considérez qu'en l'état, les mesures proposées permettent la protection du citoyen européen, utilisateur de ces plateformes, considérant les risques, les hauts risques que vous avez émis? Vous venez de parler de boîte noire. Considérez-vous, je me suis fait une réponse en réalité ayant fait un rapport sur ce sujet, mais je voudrais entendre votre propre analyse. Considérez-vous qu'en l'état, nous avons suffisamment accès, en somme, à ces algorithmes pour vérifier qu'ils n'ont pas potentiellement des effets toxiques et dangereux? Donc ceci est ma première question. Ma deuxième question porte sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir une attitude symétrique par rapport à ces plateformes chinoises et par rapport aux plateformes américaines ou tout autre type de plateforme. Au demeurant, alors il est vrai qu'on fait la différence entre un État ami, les États-Unis, mais il s'agit non pas
de l'État, mais des sociétés qui disposent de ces plateformes pour faire du profit au détriment de notre sécurité, et de l'autre côté, directement du Parti communiste chinois, vous l'avez expliqué. Mais malgré tout, Nathalie Loiseau, devant notre commission d'enquête, rappelait à juste titre la semaine dernière que les plateformes américaines disposent de failles, volontairement parfois constituées. On l'a vu dans l'affaire Cambridge Analytica et le rôle qu'a joué Facebook avec l'entreprise Cambridge Analytica pour permettre les ingérences d'États étrangers. Donc l'attitude que nous devons avoir doit être, ne croyez-vous pas, sévère et exigeante également de ce côté-là. C'est la question que je souhaitais aussi vous poser. Merci. Répondant d'emblée, oui, sans aucune hésitation. Nous devons être exigeants par rapport à la totalité des acteurs et ne pas donner l'impression effectivement d'une complaisance sélective, qui serait la pire des réponses possibles. Donc par définition, oui. Vous le rappeliez, et j'ai tenu à le rappeler aussi, nous ne pouvons pas envisager, vous savez, en diplomatie on parle de dual containment, c'est-à-dire le double endiguement, en considérant que le risque est le même des deux côtés. Non, le risque n'est pas le même des deux côtés. Donc ça c'est un premier point. Pour revenir effectivement sur la première question, sur les textes européens, donc AIA, DMA, DSA, Data Act aussi, j'emprunterai, puisque c'est la thématique du jour, j'emprunterai à la sagesse chinoise pour essayer d'y répondre. Je dirais que le diable sera dans le détail. Ou pour être précis, pour avoir beaucoup suivi et beaucoup été dans des cadres de négociations internationales, tout sera dans l'exécution. Est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui que l'AIA, qui est encore effectivement à préciser, et je sais effectivement les travaux qu'il y a à l'heure actuelle pour y intégrer justement les nouvelles plateformes dites conversationnelles d'intelligence artificielle, alors que la chose n'apparaissait pas évidente et que les États-Unis freinent à l'évidence des quatre fers et exercent toutes leurs possibilités, leur potentiel de lobbying pour éviter que ce ne soit le cas, en utilisant ce refrain que nous connaissons tellement bien sur le frein à l'innovation que cela pourrait représenter. Je relisais, il n'y a pas très longtemps, les textes au début des années 2000 sur le fait qu'il ne faut pas réguler ces plateformes. Ce serait un frein inacceptable à l'innovation. Et on sait très bien que si on avait régulé sur les données personnelles aux États-Unis il y a 10 ans, je dirais sous l'administration Obama, les scandales et les risques majeurs auxquels le pays a été soumis ne se seraient pas produits. Et donc, par définition, aujourd'hui, vous savez, même des gens qui ont été dans la machine politique américaine me le disent, avec un terme très clair, ils disent la régulation dans ces domaines aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Mais on sait le lobbying forcené qui a lieu au niveau du Congrès et du Sénat américain pour que ça n'ait pas lieu. De très nombreux sénateurs et sénatrices ont eu l'occasion de rappeler qu'il devrait y avoir une loi fédérale sur les données personnelles aux États-Unis depuis au moins 10 ans et qu'elle n'a pas eu lieu du fait, effectivement, d'une intervention et d'un lobbying forcené dans ce domaine. Donc, pour revenir effectivement sur la question européenne, ces textes sont importants. Je crois qu'au-delà de l'expression de nos valeurs, et c'est un point sur lequel, vous savez, auquel je suis particulièrement sensible, il ne faut pas apparaître comme uniquement défensif. Vous savez, beaucoup d'acteurs internationaux perçoivent l'Europe comme uniquement le pays de la régulation. La France, pour beaucoup de pays, est historiquement liée à cette notion de régulation. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Si nous n'avons pas une politique industrielle qui nous permette, à l'échelle de l'État, à l'échelle européenne, de développer des acteurs qui eux-mêmes seront justement en accord avec ces principes et ces valeurs que nous défendons, d'où le propos que je vous tenais sur les modèles économiques toxiques, pour être en mesure de développer d'autres modèles économiques dans les temps à venir, dans la santé, dans l'éducation, dans la protection environnementale, la maîtrise de l'énergie, les transports, etc. Si nous ne développons pas nos acteurs, toute volonté, et j'en parle à des régulateurs pour avoir beaucoup travaillé avec des régulateurs, toute volonté politique sera contournée, toute volonté juridique sera contournée. Il nous faut créer les conditions économiques d'une existence européenne qui ne soit pas qu'une existence de consommateurs dans tous les sens du terme. Nous sommes la première région mondiale de consommation de technologies d'un point de vue économique. Nous ne produisons pas des technologies effectivement équivalentes à haut niveau. On se réjouit trop souvent et artificiellement de nos licornes, de quelques succès locaux. Nous n'avons pas d'acteurs à mettre en face de ces grands acteurs américains ou chinois. Face aux GAFAM, face aux BATXH, donc pour les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, nous n'avons pas d'acteurs de même taille. Et donc, par définition, je dirais qu'une volonté stratégique politique
doit passer par une politique industrielle dont je me réjouis que notre excellent commissaire européen Thierry Breton se soit emparé au sein de la Commission européenne. Il n'est que temps. Il n'est que temps. C'est-à-dire que ne plus être naïf face au protectionnisme forcené de nos interlocuteurs chinois, mais aussi évidemment pour une grande partie de nos interlocuteurs américains, ne pas considérer que c'est une vision de l'ancien temps. Trop souvent, moi qui suis un militant dans ces domaines, on dit ah oui, mais vous comprenez, c'est un terme suranné, politique industrielle, etc. Non, c'est de là qu'ont pu naître des technologies essentielles. Et je précise, il ne s'agit pas de refaire le Minitel ou de refaire effectivement le plan calcul, non. Il s'agit d'accompagner intelligemment les secteurs clés, dont celui-là, c'est-à-dire les secteurs stratégiques, dont effectivement le domaine de l'intelligence artificielle ô combien, pour être en mesure effectivement d'exister sur la scène mondiale. Pour l'instant, soyons clairs, nous avons un handicap majeur à pouvoir exister autrement que par la régulation. Merci beaucoup pour la clarté de votre propos et le fait que votre institut s'appelle de la souveraineté numérique. C'est déjà tout un problème, tout un programme oui, politique auquel j'adhère tout à fait, notamment dans sa dimension industrielle, comme vous l'avez dit, qu'on oublie souvent, mais qui est tout à fait fondamental. Moi, je voulais vous questionner sur justement la législation que vient de prendre l'Europe avec les deux règlements, oui. Ce que pourrait faire la France, et vous avez quasiment répondu à ma question, en disant que finalement, ce n'est pas tellement les actes juridiques qui comptent, c'est la façon dont les États vont les mettre en œuvre. C'est-à-dire aller jusqu'au bout pour imposer à ces groupes de le respecter et de transmettre ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Alors, mon collègue a cité quelqu'un du côté de la Russie. Moi j'aimerais citer Napoléon qui disait que la guerre est un art simple et tout d'exécution. La politique, c'est exactement la même chose. Ce qui compte, c'est l'exécution, c'est comment on va s'emparer de ces documents. Donc, vous avez parfaitement répondu à ma question. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que finalement, la réponse juridique et potentiellement politique, elle n'est pas toujours en retard par rapport à l'évolution de la technologie. Est-ce qu'on a la capacité dans ce domaine à jouer un coup ou plusieurs coups en avance et préparer déjà des évolutions technologiques? Parce qu'on voit bien qu'on réagit systématiquement par contre-coup et parfois avec 5 ou 10 ans de retard. Oui. Est-ce qu'on n'a pas de possibilité de voir un petit peu plus loin? Merci. Je profite de l'arrivée de monsieur le rapporteur, que je salue. Non, je vous en prie. Pour dire que justement, et sans vouloir effectivement dresser un compliment facile, l'occasion qui nous réunit aujourd'hui montre qu'on est capable de s'en occuper quasiment en temps réel, c'est-à-dire au moment où la question commence à se poser. Donc l'idée suivant laquelle les États seraient nécessairement en retard par rapport aux technologies, c'est une idée commode pour certains. Je crois qu'on peut établir des limites sans, et n'y voyez là aussi aucun jeu de mots, sans brider l'innovation. Le but, c'est pour les États, et en particulier pour les États européens, de faire ce qui a été fait en d'autres temps, c'est-à-dire d'effectuer des choix stratégiques. Je citais les quelques grands secteurs dont je pense qu'ils sont essentiels pour nous. La santé connectée, qui est un domaine fondamental à tous les points de vue, économique, stratégique, politique, philosophique, à tous les niveaux. C'est vrai aussi, effectivement, je l'ai dit, maîtrise environnementale, maîtrise de l'énergie, transport, économie, finance. Les technologies financières sont un domaine sur lequel les Américains nous reconnaissent une expertise et effectivement sur lequel il faudrait insister. Au lieu de faire du saupoudrage, là je vais parler en tant qu'ancien technicien de cabinet, au lieu de faire du saupoudrage sur des dizaines, comme ça a pu être fait, vous savez, les 34 filières industrielles qui avaient été signalées en d'autres temps, il faut avoir le courage de dire certaines filières sont stratégiques pour nous et nous devons les aider tout particulièrement. C'est l'objet, par exemple, de la décision récente de la Commission sur les technologies zéro carbone, qui ont été aidés particulièrement et qui devront faire l'objet d'une attention particulière dans les temps à venir.
Je sais, à qui dites-vous? Non, plus important encore, puisque nous nous situons, en plus d'être dans une guerre froide sino-américaine technologique, nous nous situons aussi dans un climat de sécurité internationale très différent de celui, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Et je maintiens, j'ai eu l'occasion de le dire dans un article pour apparaître dans la revue de la documentation française, je maintiens que là-dessus, l'opportunité que constitue le fait de remuscler, si vous me permettez l'expression, les budgets militaires, dont on sait à quel point ils ont été stratégiques pour les développements technologiques aux États-Unis. Vous avez la très remarquable économiste italo-américaine Mariana Mazzucato qui disait qu'il n'y a pas une seule des technologies clés de l'iPhone qui n'ait pas été développée par la commande fédérale américaine, et en particulier militaire, pourrait-on rajouter. Donc le DARPA, Internet, GPS, l'intelligence artificielle qui a beaucoup été développée, les interfaces réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ça a d'abord été développé sous climat militaire. Nous avons la possibilité, alors je sais que la LPM en est encore à un stade infra, mais il faut établir la capacité effectivement pour ces technologies militaires de participer au développement de technologies civiles, plus encore que ça n'a été fait jusqu'à présent. Et évidemment, et j'insisterai, j'ai eu l'occasion de le redire encore récemment dans un texte qui a été d'ailleurs co-signé par de nombreux sénateurs, j'en suis ravi, manifeste pour une nouvelle ambition numérique, avec la plupart des acteurs de la sécurité de l'Internet français et européen. Il nous faut développer un Small Business Act français et européen dans ces domaines pour aider nos entreprises à se développer aussi par la commande publique, ce que l'on a négligé volontairement d'une manière quasi idéologique, en disant, vous comprenez, ça contrevient aux lois, ou en tout cas aux actions et à la philosophie de Bruxelles en matière de marché libre et non faussé, ce qui est une absurdité. Et donc il nous faut effectivement faire ce que les Américains ont fait, je le précise, depuis 1953. Ce n'est pas une chose récente, le Small Business Act, pour effectivement être en mesure d'avoir des acteurs qui puissent se développer avec des clients, ce qui a été dit par un de vos collègues parlementaires, M. Latourne, qui disait 1 euro d'achat, c'est 7 euros de subvention en termes d'impact sur le modèle économique d'une société. Et donc, par définition, au lieu de saupoudrer de l'argent, il faut aider à faire que la main prescriptrice de l'État soit plus au service, effectivement, de nos activités économiques dans ces domaines. D'autres interventions? Pas à ce stade. Écoutez, moi, j'en aurais bien quelques-unes. Qu'est-ce que vous pensez de cette vague, parce que vous êtes à la fois, votre analyse est entre le technique profond et le politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette vague d'interdiction d'installation de TikTok sur les téléphones professionnels des fonctionnaires fédéraux, Union européenne, nationaux? C'est cosmétique et purement à usage politique, c'est de l'hygiène minimum à avoir quand on est fonctionnaire. Et pourquoi ça arrive, pourquoi la vague, pourquoi le retour de vague après l'Inde, il y a quand même plusieurs mois, arrive maintenant? Enfin, est-ce que tout ça est utile d'une manière ou d'une autre, techniquement, politiquement? Que ça soit corrélé aux actions menées depuis la fin de l'année dernière par les États-Unis en matière justement d'embargo sur les technologies, et que ça soit corrélé à une montée en tension sino-américaine sur les technologies, c'est évident. Qu'il y ait un risque réel par rapport au secret, et pour dire les choses autrement, on s'espionne assez largement entre alliés, on s'espionne encore plus entre adversaires, voire entre ennemis. Donc par définition, le fait que des fonctionnaires de sécurité, puisqu'au départ ça concernait les personnels militaires, les personnels des agences de renseignement américaines et autres, et par la suite effectivement les fonctionnaires de manière générale, le fait qu'on ait à se préoccuper effectivement de la sécurité de l'État, ça me paraît une chose naturelle et minimale. Est-ce que ce sera efficace? Est-ce que les gens suivront et n'outrepasseront pas effectivement les directives qui leur sont données dans ces domaines? C'est une vraie question. Mais je crois que inéluctablement, du fait de l'absence de transparence que j'évoquais tout à l'heure, sur la captation des données, sur l'usage qui peut en être fait, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue d'espionnage, que d'un point de vue de contrôle des populations, je crois effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire dans l'article où on m'a interrogé sur la question, je crois que ce n'est que le début. Mais vous parlez de contrôle des populations. Oui. Là, on vous parle des fonctionnaires. À Bruxelles, ils sont 30 000 à tout casser, ceux à qui on a interdit l'installation. Oui. Donc, est-ce que c'est une goutte d'eau c'est symbolique. Inutile, ou est-ce que c'est un signal à envoyer
pour d'autres, quid des grandes entreprises? Je vais vous dire. Quid de la personne qui, dans une entreprise sous-traitante en armement, n'a pas conscience de l'importance des données qu'elle a dans son téléphone et qui n'en a pas l'obligation à ce stade, qui n'en a pas l'interdiction, pardon, à ce stade. J'entends bien. Sachez que de la même manière, puisqu'on parlait d'histoire, de la même manière qu'on a pu, lorsqu'on a déclassifié les archives soviétiques, voir à quel point l'Union soviétique était paranoïaque de chacune des actions qui pouvaient être menées en Occident, de la même manière, on a pu le voir aux États-Unis avec les actions contre Facebook et d'autres sociétés. Elles sont extraordinairement vigilantes à l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes. Il y a quelque temps, je donnais une conférence à Croissance Plus, qui est l'association des entreprises technologiques donc, en développement en France. Et j'entendais quelqu'un me dire, mais vous savez, avec l'argent dont disposent ces sociétés, je précise, c'était il y a 2 ou 3 ans, elles ne craignent absolument rien, elles n'ont rien à craindre, Facebook en particulier, etc. Et on a vu que la somme de mauvaises décisions et surtout de mauvaise presse et de mauvaise réputations qui ont pu être générées du fait du scandale Cambridge Analytica, du fait effectivement par la suite de l'action du 6 janvier donc, aux États-Unis, enfin de la tentative de coup d'État, par définition, on voit bien que ça a un impact sur les investisseurs. Un terme que l'on n'a pas cité aujourd'hui. N'oublions pas que parmi les grands investisseurs de ces sociétés chinoises, il y a beaucoup d'Américains. Alibaba a été fondé au départ par des fonds américains qui ont largement financé. L'un des premiers actionnaires du plus grand constructeur chinois automobile, BYD, c'est Warren Buffett. Sans parler de BlackRock et quelques autres fonds américains. Donc il ne faut pas se tromper. Si vous faites peur aux investisseurs, ce n'est pas simplement la peur de la presse qui pourrait agiter les Chinois, non, c'est la peur des investisseurs. Avec la tension qui est en train de se créer autour de ces questions, je veux dire, les piqûres répétées d'un insecte peuvent être parfois plus mortelles que le seul serpent qui viendrait effectivement attaquer tel ou tel. Donc je crois réellement que ça a un impact en termes d'image, en termes de réputation, et que ce caractère sulfureux pourrait avoir effectivement à terme la capacité, pourquoi pas, à décider des investisseurs à se reporter plutôt vers d'autres émergents dans ces domaines des réseaux sociaux ou dans ces domaines des services, plutôt que de continuer à faire confiance à TikTok. Donc ça ne mange pas de pain techniquement, parce qu'il est bon qu'un commissaire européen ou son directeur de cabinet ne puisse pas être, un jour par une puissance ou une autre menacé, qu'on lui fasse du chantage sur le fait de croiser des choses qui sont dans son téléphone. Mais la force symbolique est peut-être encore plus... Je pense que les deux sont importants. D'accord. Madame Morin-Desailly. Oui, je voudrais revenir sur les textes européens, DSA et le projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Vous nous avez dit, tout dépendra de la manière dont ces textes seront appliqués. Certes, mais cela dépend aussi un petit peu de ce qu'il y a dans ces textes. Absolument. Il ne suffit pas que ce soit des déclarations de bonnes intentions, encore faut-il qu'on y trouve des dispositifs propices à l'encadrement de ces plateformes, et notamment dans un seul but de protéger l'utilisateur. Hier, devant notre commission d'enquête, un intervenant a fait part d'une proposition, d'ailleurs, qui rejoint la proposition que nous avons faite avec mes collègues de la Commission des Affaires européennes sur ces textes, qui est en quelque sorte un principe de safety by design, oui. C'est-à-dire la mise sur le marché d'une application ou une application qui change en cours de route, d'algorithme, etc., pour une nouvelle utilisation. L'obligation, comme pour un médicament qu'on mettrait sur le marché, oui. De bénéficier d'expérimentation à temps donné pour mesurer les effets négatifs ou les effets indésirables, comme on dit pour les médicaments. Est-ce que vous pensez que c'est une proposition qui permettrait, à l'instar de ce qui nous a été dit hier, d'améliorer sensiblement cette protection, quelle que soit la plateforme, en particulier chinoise, bien sûr, puisque tel est l'objet aussi de notre commission d'enquête? À l'évidence, oui. Il est important d'avoir des études d'impact, des analyses d'impact concernant ces technologies. Sur le texte de l'AIA, il y a eu un reproche qui lui a souvent été fait et qui fait l'objet de grands débats au sein des communautés scientifiques sur le fait de savoir effectivement si on peut réguler de façon véritablement efficace des systèmes dont même les scientifiques qui les développent ne sont pas toujours à même de savoir par avance les réponses qu'ils vont donner. Ça m'a été souvent confirmé par des scientifiques de haut niveau dans le domaine de l'IA. Donc par définition, c'est vrai que c'est complexe, mais qu'il faille éviter, comme on a pu le voir, peut-être avez-vous vu, puisqu'on a beaucoup parlé de ChatGPT récemment,
Vous avez vu qu'il y a quelques années, Microsoft avait tenté de mettre en place un système quasiment équivalent qui avait été qui s'était interrompu net suite au fait qu'on avait pu le détourner pour lui faire dire des horreurs racistes, enfin bon, misogynes, enfin beaucoup de choses qui étaient inacceptables. Et donc on a vu le soin qui a été mis en place par les équipes d'OpenAI pour évidemment éviter que ça ne se reproduise. C'est pas parfait, il y a des moyens de contournement. Et on est capable de lui, jusqu'à une période récente, on était capable de lui faire dire la manière de créer du napalm, sous prétexte effectivement de préciser que c'était quelque chose qui me rappelait des choses que j'avais pu entendre. Est-ce que tu pourrais faire en sorte de me remettre dans cette situation? Et en gros, de contourner les règles qu'ils se donnent au départ. Ça a été vrai quelque temps. Immédiatement, quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont pu le faire. Donc je dirais que là-dessus, la capacité que nous aurons à faire en sorte que les systèmes ne deviennent pas toxiques, je pense que l'expertise, puisqu'en fait, quand on parle de cela, je parlais tout à l'heure de la notion de transparence qualifiée au niveau du code, l'expertise dans ces domaines est en train de monter en puissance. Il faudra évidemment que l'État, au travers d'acteurs, je dirais, tiers, mais aussi au travers certainement d'une compétence interne, je pense qu'il est important de développer la compétence interne de l'État dans ces domaines, l'État au sens large, ses agences, enfin, l'ensemble de son action, mais je crois que on va vers ça, mais je répète, ça ne doit pas nous distraire du fait de savoir si, en focalisant trop près la loupe, on n'oublie pas effectivement excusez-moi l'expression, global picture, l'image générale, le paysage général, et vers où nous souhaitons-nous aller. C'est-à-dire, est-ce que, plus encore qu'effectivement limiter les dérives toxiques de tel ou tel système d'intelligence artificielle, nous ne devons pas plutôt essayer de développer les nôtres pour ne pas être dépendants. Voilà, absolument. Et je crains qu'en ne focalisant, comme ça a souvent été le cas, et je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr, évidemment pas dans la question que nous nous posons aujourd'hui, mais ça a trop souvent été le cas, on a dit, en gros, on a pris comme, vous savez, on parle de monopole naturel, par exemple, dans le domaine économique, on a fini par penser qu'il y avait des technologies naturelles. Non. Non. Les technologies sont ce que nous en faisons ou pas. Et nous avons laissé la bride sur le cou de ces sociétés pendant les 2 dernières décennies, en termes de régulation sur les données, en essayant maintenant de resserrer un peu la vis, il n'est que temps de nous poser véritablement la question, est-ce que ces technologies ne sont pas en train de nous faire courir un risque démocratique, je le citais avec Yuval Harari, un risque démocratique, un risque d'instabilité, un risque de polarisation, de ne plus avoir d'action commune, y compris de vérité commune, et on le voit avec l'intelligence artificielle tous les jours, avec des systèmes effectivement qui deviennent à ce point toxiques qu'on ne sait même pas ce qui pourra apparaître comme la vérité dans les temps à venir auprès d'une population qui verra une chose qui est vraie et qui dira ben non, c'est forcément faux, c'est forcément un deepfake. Donc vous voyez, il y a une, je dirais, et il y a une capacité, je parlais tout à l'heure de contrôle politique, il y a une démocratisation dans le plus mauvais sens du terme des outils de manipulation de masse dont on a pu voir. Je rappellerai pour mémoire que Prigojine, dont on parle tant sur Wagner, c'est un mercenaire, enfin c'est une armée privée d'un côté, mais c'est aussi une armée de trolls, de fermes à trolls, c'est-à-dire d'outils de désinformation de masse avec son agence IRA, Internet Research Agency. Donc par définition, ce sont ces outils-là que nous devons effectivement essayer de combattre dans les temps à venir. Et si on laisse s'installer, le même Yuval Harari a fait d'ailleurs un article récent dans le The Economist, où il disait que l'IA pourrait hacker le code de nos civilisations. C'est-à-dire, en gros, se substituer à la formation des opinions, à la formation je dirais, des cultures dans les temps à venir d'une manière qui est véritablement inquiétante parce qu'elle serait détenue par une poignée de personnes qui auraient un pouvoir infini sur des milliards, des centaines de millions, de milliards de personnes. Donc je crois effectivement que c'est aussi à ce travail-là que nous devons nous atteler dans les temps à venir. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, chers collègues? Et oui, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien que je ne l'ai pas entendu, je vous remercie pour votre exposé préliminaire et je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que j'ai eu hier soir un imprévu qui m'a empêché d'être à l'heure aujourd'hui. Donc je risque de vous poser une question qui a déjà été posée et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Nous sommes en guerre.
c'est pas nous. Nous disons, nous passons notre temps à dire que nous ne sommes pas en guerre contre les régimes autoritaires, que surtout il ne faut pas considérer qu'on est en guerre. Ben, ça n'empêche pas M. Poutine de dire qu'il est en guerre contre nous, qu'il est non seulement en guerre contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN, contre l'Occident, décadent, etc. De s'allier à M. Xi Jinping qui lui dit que l'accord est total, indéfini, etc. Et qui apporte le même jugement de valeur sur le déclin de l'Occident que Poutine, sans parler d'un certain nombre d'autres, à Pyongyang ou à Téhéran. Donc il y a, même si je caricature en disant nous sommes en guerre, il y a un véritable affrontement aujourd'hui entre les sociétés démocratiques et les sociétés autoritaires ou totalitaires. Le désavantage de prétendre que nous ne sommes pas en guerre par rapport à ceux qui pensent qu'ils sont en guerre, c'est qu'évidemment on a moins tendance à se préparer et à faire cette guerre que les autres nous imposent. C'est le cas de toute évidence dans le domaine cyber. On l'a vu, et c'est assez étonnant, mais peut-être je me trompe, de ne pas en avoir tiré les leçons. On l'a vu sur des événements majeurs qu'ont été l'élection de Trump, le Brexit, un certain nombre de choses. On l'a vu en ce qui nous concerne de façon beaucoup plus directe, avec ce qui est en train de se passer en Afrique. Ce qui est en train de se passer en Afrique, qui est quand même assez stupéfiant dans un certain nombre de pays qui sont des pays francophones, où les Français sont, je ne dirais pas comme chez eux, mais je veux dire depuis des années et des années sont à l'aise, ont souvent avaient des rapports de proximité avec les gouvernements, et où, vous parliez tout à l'heure de Prigojine, une armée de trolls d'une organisation avec pas d'énormes moyens, même s'il y a derrière des moyens de la Russie, en quelques mois, a réussi à travers les réseaux sociaux à balayer, à faire chasser, enfin, il n'y avait pas que ça, mais notamment à faire chasser les Français du Burkina Faso, du Mali, etc. Sans... Et peut-être, c'est ma première question, sans apparemment que nous y réagissions de la moindre façon, sur les mêmes médias, sur les mêmes technologies. En tout cas, d'une façon, si réaction il y a eu, elle a été totalement improductive. C'est assez surprenant. La compréhension semble venir notamment sur la loi de programmation militaire que nous allons étudier, où la cyberguerre est pour la première fois exprimée. Enfin, ça fait des années et des années que de l'autre côté, ceci existe. On a l'impression d'un retard considérable. Donc c'est ma première question. Comment, je ne sais pas s'il y avait partie mais à partir du moment où vous êtes l'Institut de la souveraineté numérique, je suppose que vous avez dû vous occuper aussi de ces questions. Bien sûr. Comment est-ce que vous analysez cela et quels sont aujourd'hui les remèdes à cela? C'est ma première question. Ma deuxième question, qui est un petit peu aussi dans le même sens, concerne l'absence de symétrie, qui n'est pas seulement une absence de symétrie sur le plan économique. Je précise ce que je veux dire. Les plateformes occidentales, essentiellement américaines, et les plateformes occidentales sont toutes interdites en Chine et en Russie. De l'autre côté, la Russie et la Chine ne se privent pas d'intervenir l'argamanu sur les plateformes occidentales. Personne ne les en empêche. Et en plus, elles commencent à mettre en place elles-mêmes des plateformes comme TikTok qui, dans mon esprit, est susceptible d'être beaucoup plus à terme qu'aujourd'hui, mais à terme, une autre façon de déstabiliser les démocraties, comme vous le disiez tout à l'heure. On a l'impression que là-dessus également, c'est un sujet différent, mais assez proche, que là-dessus également, il n'y a pas de réaction, qu'on ne se préoccupe pas de cette absence de symétrie. Donc ma question, c'est est-ce que vous faites la même analyse et comment réagir? C'est une question qui demanderait évidemment des développements importants. Je vais tenter. D'abord, le problème des plateformes de réseaux sociaux, ça a été souvent évoqué,
Et le fait que, et en particulier c'est vrai, on a pu le voir beaucoup avec Twitter, c'est qu'on y favorise la confrontation plutôt que la réflexion. Ce qui est évident pour un format comme Twitter, qui par définition est un format, alors les psychologues parlent d'un format classique, c'est-à-dire en gros qui introduit la notion de détruire. Et donc par définition, le format de la raison, qui demande plus de temps, qui demande plus de modération, ne passe pas. Donc pensez que, excusez-moi là encore les anglicismes, le fact-checking permettra de contredire ce qui se produit sur des réseaux sociaux de façon manipulée. Vous parliez effectivement des officines qui peuvent être utilisées par tel ou tel, dont Prigojine, mais pas que, pour développer effectivement une activité, sachant la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut créer. Alors je vous donne un chiffre que peu de gens connaissent. Par trimestre, entendez bien, donc 3 mois, vous avez Facebook qui efface 1,5 milliard, je dis bien milliard, de faux comptes. Oui. C'est plus de 6 milliards l'année dernière, donc sur l'année. Donc par définition, créer des faux comptes, ça peut être fait industriellement par des officines avec quelques développeurs et des équipes réduites, à l'échelle effectivement de centaines de millions de comptes qui vont se répondre entre eux et qui vont donner l'impression d'un phénomène de masse. Ça porte là aussi, excusez-moi, des termes, effectivement, dans ce métier, on parle d'astroturfing, c'est-à-dire la sensation de faire naître un mouvement spontané d'opinion là où il n'y a rien. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, et ça nous ramène à ce que nous évoquions sur le modèle économique de ces plateformes basées sur les données personnelles, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est aux États-Unis, vous savez, il y a une chose soi-disant quasi religieuse qui s'appelle le premier amendement, liberté de la parole, freedom of speech, mais aujourd'hui, rien ne dit qu'on doit avoir non pas le freedom of speech, mais le freedom of reach, c'est-à-dire la capacité d'amplification de ce qui était auparavant un propos de café ou de comptoir, qui maintenant devient audible et visible par des centaines, voire des milliards d'individus. Ça, c'est inacceptable. Or, par définition, face à des plateformes opaques, dont on évoquait le cas pour la plupart, et en particulier pour TikTok, la capacité d'amplification de propos à des fins de propagande est infinie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est sur cette capacité d'amplification des messages de haine, des messages politiques de propagande, que nous devons nous concentrer. La réponse, je dirais, bloc à bloc, de raison versus haine ne marche pas. Il nous faut réduire la capacité qu'ont ces réseaux de systèmes de propagande, dont je précise que maintenant ils peuvent être entièrement gérés par des systèmes d'intelligence artificielle qui donnent l'impression de répondre aux gens de façon parfaitement articulée, là où en fait il n'y a personne en face. Je précise que Snapchat, vous voyez, le dernier en date, ça date de cette semaine, vient d'intégrer un système de réponse par intelligence artificielle à ses abonnés. Alors, je ne sais pas s'il utilise ChatGPT ou une autre maison, mais donc par définition, je pense qu'il nous faut prendre le problème, c'est le cas de le dire à la racine, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ces mécanismes se diversifient et existent par le fait qu'il n'est pas besoin de présenter une quelconque preuve d'identité, évidemment, pour développer des centaines de millions de faux comptes, qu'il n'y a pas de barrage à l'entrée, et que du fait de cette absence de barrage à l'entrée, on a une automatisation de la parole de propagande, une industrialisation, et je le disais, une démocratisation dans le plus mauvais sens du terme, de ces systèmes de propagande comme jamais auparavant. Donc c'est vrai des États, mais c'est vrai aussi effectivement d'officines particulières, extrémistes et autres, qui peuvent exister. Donc je crois qu'il faut être conscient des mécanismes et que considérer qu'on doit être dans un mécanisme de logique face à un dispositif où en face de vous, vous n'avez même pas une personne, mais vous avez une intelligence artificielle qui n'en a rien à faire que vous essayez, entre guillemets, de lui faire rendre gorge, ça ne marchera jamais. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui avoir une autre attitude sur le fondement de ces plateformes et sur le fait, effectivement, que cette exploitation forcenée de la donnée à des fins publicitaires, mais à des fins aussi de manipulation, de propagande, d'ingérence, est une chose sur laquelle nous devrons revenir inéluctablement. Et quant au fait, effectivement, de dire on est face à des pays qui ont été largement l'objet de manipulations, je précise que des manipulations existent ici, elles ont existé aux États-Unis, elles commencent à exister dans tous les pays du monde. Par définition, effectivement, notre porosité est liée même, elle est liée d'une part au principe démocratique d'ouverture. Vous citiez effectivement les plateformes sur lesquelles les Russes ou les Chinois peuvent interagir librement en Europe ou aux États-Unis.
je crois effectivement qu'il y a aussi une forme de naïveté technologique sur laquelle nous devrons revenir. Bien, il va falloir qu'on passe à l'autre audition. S'il n'y a pas d'autres questions, non? Il y en aurait eu, mais on vous remercie infiniment pour la précision et la densité de vos propos et une concentration de citations de Mao au mètre carré qu'on n'avait pas eu jusque-là. Voilà. N'y voyez pas une tendance personnelle. Non, bien sûr. Merci infiniment, monsieur. Merci à vous.